Nangadef Foua Sénégal, les amis, je suis à Dakar et je continue mon micro-trottoir dans la rue. Je me promène et je discute avec les Sénégalais, les Sénégalaises, mais aussi les résidents au Sénégal pour parler de la vie au Sénégal, des réalités dans ce pays. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et vous allez entendre des pépites dans cette série filmée aujourd'hui. On va discuter avec plein de jeunes qui vont nous partager leur parcours, mais aussi des anciens qui sont au Sénégal, parfois depuis plus de 20 ans, et qui vont nous parler de choses juste incroyables. Des mariages mixtes, des parcours de succès, mais aussi des challenges de la jeunesse sénégalaise. Ça va être lourd. Donc je vous invite à écouter, partager dans les commentaires. Je suis à Dakar, si vous ne le savez pas encore, pour une grosse formation que j'organise le 8 février à l'hôtel Azalaï. Vous avez un numéro de téléphone auquel vous pouvez réserver pour votre place. Notre thème, c'est 3 business que vous pouvez lancer au Sénégal et gagner tous les mois 2 millions de francs CFA minimum. C'est du concret qu'on va voir ensemble. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez votre place tout de suite. D'ailleurs, je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'on a un voyage business au Cameroun au cours duquel nous allons visiter des fermes agricoles et les usines de mon mentor Bertin Thiofo afin que vous puissiez voir comment on transforme localement des produits agricoles. C'est une vraie immersion entrepreneuriale qui va, j'en suis sûr, beaucoup vous inspirer. Si vous voulez participer à cette immersion, vous avez un numéro de téléphone et un lien dans la barre de description pour réserver votre place. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti pour le micro-trottoir. Bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Je suis Henri Joël Tagoum Fombeno. Je suis docteur d'État en droit. Je suis spécialiste en droit social et en gestion des ressources humaines. Je travaille à la SECNA comme chef de service administration du personnel. Mais en parallèle de mes activités au niveau de la SECNA, j'enseigne au niveau des universités et grandes écoles. Et j'écris également beaucoup sur un certain nombre de thématiques, notamment les thématiques concernant le droit social, le droit de la protection sociale, la santé et la sécurité au travail et la question de techniques contractuelles. Et c'est pour ça que j'ai... D'où ce dernier ouvrage que vous venez de m'offrir, Négocier et rédiger au mieux ses contrats dans l'espace OADA. Ouais. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes Camerounais, vous vivez au Sénégal. Oui. Depuis combien d'années maintenant? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans que vous avez quitté le Cameroun. Oui. Pourquoi? Au départ, déjà, c'est pour ma thèse de doctorat, pour faire mon 3e cycle. Et après le 3e cycle, bon, j'ai trouvé un emploi. Directement ici au Sénégal? Oui. Et du coup, vous avez fait toute votre carrière au Sénégal? Oui, toute ma carrière. J'ai commencé d'abord en cabinet d'avocat. Et après, j'ai enchaîné avec la SECNA, pour laquelle je travaille, l'institution dans laquelle je travaille aujourd'hui. D'accord. La SECNA, moi j'ai grandi en rêvant de travailler dans ce genre d'entreprise. Oui. Oui, c'est une grande institution d'ailleurs. La SECNA, ça regroupe du Sud-État africain et la France. C'est un établissement public international qui a une mission noble, la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Est-ce que vous vous considérez, monsieur Tagoum, disons-nous franchement les choses, comme étant un privilégié, quelqu'un de riche? Privilégié, non. Mais on se bat pour être privilégié. Si quand on travaille à la SECNA, qu'on est responsable dans une entreprise comme celle-là, on considère qu'on n'est pas privilégié dans un continent dans lequel la plupart des gens ont du mal à se nourrir, est-ce que vous ne fuyez pas un peu votre... Non, vu sous cet angle, je suis d'accord. Okay. Mais ça ne suffit pas. Il faut un tout pour être épanoui. Qu'est-ce qui vous manque? Non, l'être humain d'ailleurs est toujours à la quête. Tout à fait. Ouais, et c'est ce que je poursuis aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me contente pas seulement de mes activités purement à SECNA. Je suis obligé de toucher autre chose pour vraiment faire le plein, pour être entièrement épanoui et tout. Alors, on va parler un peu de votre spécialité. Ouais. D'après vous, c'est quoi les principales erreurs que vous voyez les gens faire quand il s'agit de signer un contrat dans nos pays, ici en Afrique? Et le problème, c'est que souvent, on part sur la base des contrats types. Or, le contrat, c'est une histoire entre 2 personnes, 2 individus ou entre 2 entreprises. Et dans le contrat, il faut faire très attention parce qu'il y a certaines clauses dans un contrat qui sont des clauses dites sensibles sur lesquelles il faut
prêter attention. Parce que s'il y a un contrat sur la base d'un contrat type où on n'a pas vérifié, on n'est pas attentif à certains points, ça peut nous coûter cher. Je prends un exemple. La simple virgule dans un contrat peut changer le sens de la phrase. La virgule? La simple Oui, virgule. c'est vrai. Un exemple. On a eu l'exemple de la virgule d'Oxford où, parce qu'en français, quand on met dans une phrase, si on sépare, il y a plusieurs mots pour les énumérations. Si on met une virgule et les énumérations qui suivent, on ne met pas de virgule, généralement le premier mot emporte sur les autres qui suivent. Donc, il est préférable, il est souhaitable vraiment d'être très, très regardant pour chaque mot qu'on utilise. Je prends un autre exemple pour nous beaucoup plus africains, Oui. quand nous vivons. Quand vous prenez par exemple un contrat du travail salarié par exemple, généralement en Afrique ou souvent dans les structures, vous venez, on vous dit, bon, vous pouvez démarrer, il n'y a pas de souci et tout, on verra les questions de contrat après. Or, la réglementation inspirée, surtout dans nos pays d'Afrique francophone, inspirée du droit français, veut qu'en l'absence d'écrit, vous êtes embauché par un contrat à durée indéterminée. Tout à fait. Mais généralement, la plupart des cas, souvent, on vous prend même, on vous dit, bon, je vous prends pour 6 mois, il n'y a pas d'écrit. Or, c'est un contrat à durée indéterminée quand il n'y a pas d'écrit, parce que le contrat de travail, c'est un contrat consensuel. Or, après, quand on va dire à celui qu'on a embauché, on lui dit, mais c'était un CDD, le CDD a pris fin. Et il dit non, ça commence à créer des problèmes. Et j'ai vu également dans les contrats d'affaires, les gens sont souvent aussi très vicieux, très vicieux. Je prends l'exemple, par exemple, de la clause pénale. La clause pénale, c'est quoi dans un contrat? C'est qu'on dit, parce que dans un contrat, il faut éviter de confier le sort de son contrat déjà entre les mains d'un juge. Dans le contrat, il faut tout prévoir pour éviter les problèmes. Dans un contrat d'affaires, la clause pénale, c'est, on dit, si par exemple l'une des parties ne s'exécute pas, voilà les pénalités. Dans un contrat d'approvisionnement, par exemple, si on doit, vous avez pris l'engagement d'approvisionner une structure en respectant un délai de 2 jours maximum dès que la commande est passée. Et on dit, si le délai n'est pas respecté, il y aura une pénalité par exemple de 100 000 par jour de retard. J'ai vu dans certains contrats, la clause pénale est bien là, on dit par exemple 100 000 par jour de retard. Plus loin, on crée une clause vers la fin, on crée le délai de grâce. On dit la clause, disons, le délai entrera en vigueur après un délai de grâce de 20 ou 30 jours. Si on n'est pas très vigilant, on ne se rend pas compte, on s'en rend pas compte. Et on constate tout simplement qu'en réalité, le délai de 2 jours, c'est le 2 jours plus le délai de grâce qui est souvent 30 jours. Donc, ce sont des petites subtilités et on ne perçoit pas souvent quand on n'est pas du domaine. Et ça, donc, il faut être très, très attentif au moment de la rédaction des contrats. On remarque aussi que beaucoup de jeunes entreprises travaillent sans contrat. Oui. Moi, ça c'est l'une de mes erreurs quand je démarrais dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire tellement enthousiaste Oui. qu'on est tellement content d'avoir du travail Oui. qu'on oublie de contractualiser, d'écrire un contrat. Oui, c'est très risqué tout simplement. C'est vrai, on le fait fréquemment, mais en matière d'affaires, il n'y a pas de parents, entre guillemets. Parce que c'est souvent les parents qui, dès la moindre petite erreur, sont prêts à aller devant les tribunaux, à être très exigeants. Donc, il est souhaitable toujours de matérialiser notre contrat par écrit et matérialiser les différents engagements. Parce que ce qu'on se dit ensemble, s'il n'y a pas d'écrit, même s'il y a des témoins, ce n'est pas toujours évident. Or, lorsque c'est matérialisé par écrit, c'est notre loi, c'est notre engagement. Le contrat, c'est la loi des parties, en fait. Donc, il est souhaitable vraiment de le faire toujours par écrit. Il faut éviter de ne pas faire des contrats à la limite verbaux. Il faut que le contrat soit matériel. Qu'est-ce qu'on apprendra dans ce livre en le lisant? Dans le livre, déjà, j'ai pris l'itinéraire du contrat. Okay. Déjà, au moment de la négociation, je fixe les principes de base en matière de négociation. Parce qu'une négociation bien préparée, c'est une négociation qui est réussie. Donc, j'ai détaillé déjà les principes de base en matière de négociation. Déjà, il faut rassembler les éléments sur son partenaire, avoir des informations. Quand on veut entrer en négociation sur son partenaire, chercher les informations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Dans l'espace OHADA, si je veux les informations sur une société
qui est basé par exemple au Cameroun, il suffit tout simplement au niveau de la Cour commune d'arbitrage disons d'Abidjan, je peux avoir des informations au niveau du registre du commerce. J'aurai des informations, ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Et également, quand on a les informations, il faut préparer, soit si vous êtes en entreprise, préparer la négociation déjà, il faut la préparer. Et maintenant, quand la négociation est préparée, le jour J arrive déjà, quand on prépare déjà, il y a un certain nombre de points qui va conduire la négociation, quelle sera la taille de l'équipe, etc., etc. Et quand le jour J arrive, quand la conduite maintenant de la négociation, bon, on a déjà préparé le lieu de la négociation, ce qu'il faut faire en fonction du type généralement de contrat, si c'est un contrat qui va à enjeu, qui peut coûter par exemple des centaines de millions, il est souhaitable d'encadrer les négociations. Parce que je prends un exemple simple, il y a de l'espionnage souvent dans le domaine. Quelqu'un peut entrer en négociation avec vous tout simplement pour vous soutirer des informations. En encadrant les pourparlers dans la période de négociation, en matérialisant cela par écrit, en disant voilà par exemple, en insérant une clause de confidentialité, un certain nombre d'informations que je divulguerai, que je porterai à votre connaissance pendant les négociations, ces informations ne doivent pas être divulguées. Maintenant, il faut savoir rédiger sous forme d'une obligation de résultat pour que si c'est divulgué, vous allez m'indemniser. Pas sous forme d'une obligation de moyens, parce qu'obligation de moyens, il faut chercher les questions de responsabilité après. Il faut également le délai de négociation. Il faut encadrer, parce que les négociations ne doivent pas s'enliser. Parce qu'en fixant une date, une durée pour les négociations, ça me permet, je fixe la durée en regardant quelle est ma solution de repli, par exemple. Si après un certain délai, les négociations avancent, on fait un peu du surplace, qu'est-ce que je fais? Je peux me retirer. Il faut encadrer les négociations pour éviter, par exemple, qu'il y ait des négociations parallèles. Parce que je peux être en train de négocier avec vous, parallèlement, je négocie avec quelqu'un d'autre. Ça peut vous porter préjudice si vous n'êtes pas au courant. Donc, il faut encadrer cette période. Si je dois négocier, par exemple, avec quelqu'un d'autre, je vous informe pour que vous soyez informés. Et donc, il y a un certain nombre de clauses déjà lors de la préparation de la négociation. Et maintenant, quand le contrat et la négociation aboutit, il faut rédiger le contrat. Le livre également dresse un peu chaque clause. Par exemple, la clause d'identification des parties. Quand on rédige un contrat... C'est l'une des premières d'ailleurs. C'est l'une des premières. Mais vous allez observer souvent, vous allez voir, le monsieur dit la société tant, société, disons la forme juridique, société à responsabilité limitée. Mais on dit représenté par, comme on aime souvent les titres, on met le directeur général. Or, dans une société à responsabilité limitée, il n'y a pas de directeur général, c'est un gérant. Bon, ce sont des erreurs qu'on retrouve fréquemment dans ce genre au niveau de l'identification des parties. Et au niveau de l'identification... Est-ce que c'est sans conséquence, le titre? Non, ça peut... Parce qu'il n'y a pas de directeur général. Oui. Qui engage la société? C'est le représentant légal. Il faut que ce soit le véritable gérant qui engage la société. Mais on met un titre, on met c'est telle personne. Et mieux, quand on donne le nom de la personne, il faut voir et c'est celui qui engage. Si ce n'est pas lui qui engage la société, il faut qu'il ait des pouvoirs. Tout à fait. Donc il faut réclamer ces pouvoirs-là. Il y a maintenant, on peut avoir après un préambule en fonction du type de contrat qui peut faire l'économie du contrat ou raconter un peu tout l'itinéraire, comment les négociations se sont passées. On a l'objet du contrat. Je mets un peu également les écueils à éviter. C'est un livre qui est pour les professionnels du droit ou pour tout individu lambda qui fait du business? Pour tout individu lambda qui fait du business. Puisque c'est écrit à la limite en français facile pour permettre à chacun de comprendre. Et de pouvoir faire ces petits contrats à son niveau. Oui, avec des exemples à l'appui. D'accord. Revenons un tout petit peu. Il est disponible sur Amazon, hein, le livre? Il est disponible sur Amazon. Alors, vous pouvez le trouver sur Amazon. Ouais. J'avais d'autres questions rapidement pour sortir de l'interview. 20 ans au Sénégal. Oui. Vous parlez Wolof? Je comprends. Parler, pas vraiment. Pourquoi? Je parle. En 20 ans au Sénégal, vous ne parlez pas Wolof? Oui. Si vous avez fait 20 ans aux États-Unis, est-ce que vous ne parleriez pas l'anglais? Oui, je parlerai anglais tout simplement parce que aux États-Unis, c'est un peu différent. Parce qu'aux États-Unis, c'est presque tout le monde qui parle anglais. Au Sénégal, c'est presque tout le monde qui parle Wolof. Oui. En fait, c'est que le milieu professionnel que je fréquente le plus, c'est le français. Mais je me vertue
à tout faire pour parler Wolof. D'accord. Ouais. Vous avez des enfants? Oui. Ils parlent Wolof? Oui, mais ils sont plus là. Ils sont partis déjà, c'est ça? Ils sont partis. D'accord. Ouais. Mais ils parlent Wolof. En 20 ans au Sénégal, vous qui êtes d'origine camerounaise, Oui. quelle différence culturelle entre les deux? L'une des choses que j'ai appréciées ici, c'est l'humilité. Si vous quittez le Sénégal sans être humble, vous serez plus humble dans votre vie. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Moi, je pense que c'est l'humilité. Les Sénégalais sont très humbles, c'est ce que j'ai constaté. Ils sont humbles. Ça. Et ça se matérialise comment? je prends des exemples. Déjà, les titres et tout, comme par exemple chez nous, ce n'est pas la. Ici, vous allez voir quelqu'un d'un certain. Un responsable de haut niveau. Si on ne vous dit pas que c'est un responsable de haut niveau, vous n'allez pas savoir. Et quand vous arrivez même dans un bureau, même le responsable de haut niveau, c'est lui qui se lève souvent pour vous aider à vraiment gérer un dossier et tout. Donc, il met ce côté responsable, grand intellectuel, ça de côté. Donc l'humilité des Sénégalais, ça vous a marqué? Ça m'a marqué. Quoi d'autre? À part l'humilité, il y a quand même un aspect important ici, il y a la stabilité aussi. Ça, on peut pas... Stabilité politique? Oui, il y a la stabilité politique. Ça, le Sénégal aujourd'hui, de plus en plus, c'est une grande démocratie. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai, il y a eu des soubresauts, il y a eu quelques problèmes, mais le Sénégal, il y a la stabilité politique, on ne peut pas l'ignorer. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la nourriture sénégalaise? Oui, ça va. Il y a des mets que j'apprécie bien au Sénégal. Par exemple, le tchèbou, ouais, le riz blanc avec soit du poisson, la viande. Ouais. Ça, j'apprécie. Dans tous les cas, partout, il faut s'adapter. Le monde est devenu un village planétaire. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Cameroun? Ce qui me manque le plus du Cameroun, c'est peut-être la famille. Ouais, c'est la famille, parce que ça c'est important, c'est la famille. C'est la famille et il y a les amis également qui sont restés, même si je vais régulièrement. Mais c'est d'abord la famille. Ouais. En parallèle de votre travail, est-ce que vous avez investi ici ou au Cameroun? J'ai investi, je me suis construit ici. Ça, je me suis construit ici. Ça, il n'y a pas de truc. Au Cameroun, je l'ai fait également. Je me suis construit ici. Mais même si après, j'ai suivi plusieurs de vos émissions, après on se pose la question, à quoi sert-il de construire un grand, d'investir grand en immobilier, alors que quelques années après, les enfants partent, vous êtes deux. C'est vrai. Donc, et aujourd'hui, nous le ressentons véritablement. On le constate que la maison est très grande. Elle est grande pour deux personnes. C'est un peu ça. Mais bon, autre 20 ça fait réfléchir. Hein? Oui, non, ça fait réfléchir. Et bon, c'est que culturellement, on nous a habitués que dès qu'un enfant grandit, la première des choses, il faut qu'il se construise. Tout à fait. Et il faut qu'il construise une grande maison au village, il faut qu'il construise une grande maison en ville. Tout à fait. C'est à ça qu'on nous a habitués, c'est ce que moi j'ai essayé de faire. Mais on se rend compte aujourd'hui, avec l'évolution, ce n'est plus ça en réalité. Ce n'est plus ça. Mais bon, on apprend toujours, hein, comme vous disiez l'autre, on corrige en marchant. Bon, mais c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Merci beaucoup. Merci, le plaisir était pour moi. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi. Et à très bientôt. Merci.